Et donc on organise les travailleurs de la métallurgie en Belgique qui vont des métiers de la sidérurgie, l'aéronautique, l'automobile, les électriciens, le commerce du métal. C'est vraiment un secteur assez large, historiquement en Belgique très fort, mais qui évidemment connaît la désindustrialisation que connaissent nos régions et qui est aujourd'hui vit des grandes luttes pour éviter la fermeture de grands sites industriels. On vient de vivre notamment la fermeture du grand site d'Audi à Bruxelles. En Belgique, on a un processus de désindustrialisation du secteur automobile très très fort, puisqu'il y a une trentaine d'années, il y avait 5 ou 6 sites de production automobile en Belgique. Aujourd'hui, avec la fermeture d'Audi, il en reste un seul. La Belgique était dans les années 80 le pays où on produisait le plus d'automobiles par habitant dans le monde. C'était quelque chose d'un tissu fort. Et aujourd'hui, il reste malheureusement que l'usine de Gand de production automobile Volvo qui appartient au groupe Geely. Et donc voilà, la Belgique est particulièrement, évidemment, depuis encore plus longtemps, la Wallonie subissent une désindustrialisation forte, avec des régions entières où la part de production industrielle est tombée sous les 4-5% du PIB dans certaines régions de notre pays. Et ce qui nous occupe principalement, c'est un peu comme en France, la lutte contre un gouvernement de droite installé en Belgique, ce qu'on appelle le gouvernement Arizona, composé de partis de droite et d'un parti de gauche qui malheureusement collabore à une politique d'austérité très très forte. Et donc principalement maintenant on est organisé dans la lutte, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on organise des actions. Et le 14 octobre, on sera encore dans la rue contre ce gouvernement. D'un point de vue français, il y a vraiment une relation forte entre engagement politique et engagement syndical en Belgique. Alors comment vous, de votre position, vous pensez cette relation entre syndicats et politique ? Historiquement, les syndicats belges ont été fortement politisés. On est ici d'un pilier politique commun avec le pilier socialiste, même si de plus en plus maintenant, il y a des divergences très fortes entre la social-démocratie et la manière dont les syndicats voient l'organisation de la société. Mais il y a une base très forte à la lutte et certainement la lutte interprofessionnelle. En Belgique, on a encore des syndicats organisés de manière interprofessionnelle et la majorité de nos actions sont des actions interprofessionnelles sur les thèmes politiques, sur les actions politiques. Et ça, c'est une des forces du syndicalisme belge, c'est d'être capable d'organiser des grèves et des manifestations qui ne sont pas seulement des manifestations sectorielles liées à des enjeux d'entreprise ou de secteur, mais des manifestations beaucoup plus larges et notamment aussi pour les luttes internationales comme la lutte pour le peuple palestinien. D'accord, en revenant sur cette question justement de la Palestine, voilà comment concrètement vous faites vivre la solidarité internationale et comment la métallurgie peut apporter quelque chose dans cette lutte. De manière concrète, nous on a des projets en Palestine où on a des soutiens concrets aux syndicats et à la société civile palestinienne. Ça, c'est un des premiers points qui est important parce que quand vous avez des contacts concrets là-bas et pas seulement une vision abstraite de la situation, ça permet aussi à nos militants de s'accrocher plus facilement à ces luttes. Et puis, on essaye de faire le lien entre l'organisation du système capitaliste ici en Europe qui opprime les populations les plus faibles, qui s'attaque aux travailleurs, à la classe travailleuse, et le système capitaliste organisé au niveau international qui a les mêmes logiques impérialistes de soumission, de colonisation et d'opprimer les peuples un peu partout à travers le monde. Et donc c'est cette gymnastique qui est importante, c'est de faire le lien entre les luttes concrètes qu'on mène ici en Belgique pour le pouvoir d'achat, pour nos pensions, mais qui sont connectées à des luttes plus globales contre l'oppression et le système capitaliste et l'impérialisme. En parlant vraiment de ces luttes, cet engagement très fort aussi sur des valeurs humaines, j'ai l'impression quand je regarde un petit peu ce que vous posez comme discours et même dans le syndicat, que la question aussi de la lutte contre le racisme et la lutte contre l'extrême droite est importante. Et ça, c'est intéressant de notre point de vue parce qu'aujourd'hui, par exemple, la désindustrialisation en France et en Europe, c'est aussi un point d'appui de l'extrême droite qui va dire faut penser aux travailleurs de chez nous, pas aux travailleurs étrangers. Voilà, comment vous luttez contre l'extrême droite On a en Belgique une chance forte, certainement en Belgique francophone, c'est le cordon médiatique qui fait en sorte que l'extrême droite n'a pas de droit de citer dans les médias, en tout cas pas en direct et pas la possibilité d'accéder aux médias comme les autres partis traditionnels. C'est une force, mais on voit que malgré tout, dans la classe travailleuse, le poison de la division via le racisme est bien présent. C'est d'abord les entreprises et les multinationales qui ont décidé de quitter pour des logiques de rentabilité. C'est pas un fatalisme. Ils ont décidé de quitter des pays parce qu'ils voulaient faire plus de fric. Et ça, c'est beaucoup plus important de cibler les responsables pour aussi éviter ce que Vincent dit, de chercher les responsables ailleurs. Les migrants, les immigrés,
Et donc on a notamment introduit des cycles de formation pour expliquer comment le racisme est un des outils du système capitaliste pour diviser la classe travailleuse et diviser en fait ce qui est sa force et son ombre. La plus grande force des travailleurs et de la classe travailleuse, c'est le fait de pouvoir compter sur le nombre face à une classe capitaliste qui représente à peine le 1%, voire le 0,1% de la planète. Et donc ce racisme, évidemment, un des outils forts de la droite et du système capitaliste pour introduire la division de classe et faire en sorte de neutraliser cette force qui est le nombre. Et donc on a des cycles de formation, on a ce lien entre système capitaliste et racisme qui est fait systématiquement. Le racisme ne tombe pas du ciel. Le racisme, il s'apprend et il s'introduit via les médias, via les partis politiques de droite et d'extrême droite. Il s'introduit avec un objectif clair, faire en sorte que la classe travailleuse ne puisse pas s'organiser. Concrètement, comment cette lutte contre le racisme, aussi pour cette solidarité de la classe ouvrière avec ce qui se passe dans le monde, concrètement, comment vous le mettez en place dans des luttes? Il y a des formations, mais est-ce qu'il y a aussi des discussions avec des camarades? Est-ce qu'il y a des difficultés, des obstacles? Il y a évidemment beaucoup de difficultés. Le système capitaliste a une emprise forte sur le système médiatique, de plus en plus aussi via les experts qui nous expliquent à la télé combien les dépenses faites pour les étrangers sont énormes et handicapent nos pays. Et donc il y a un contre-discours à obtenir. Et donc je parlais des cycles de formation, je parlais des assemblées militantes, je parlais de l'éducation populaire. On repart à la base parce qu'on a bien compris qu'un discours méta éloigné du terrain pour expliquer que le racisme c'est mal, ça ne marche pas. Il faut repartir à la base et faire le lien entre le racisme et la division et bien expliquer comment la classe capitaliste n'a pas ce type de mécanisme de division. Quand vous observez des conseils d'administration de grandes multinationales, ils ne se posent pas la question des origines des uns et des autres, ils défendent leurs intérêts communs et donc on fait le lien aussi entre racisme et intérêt de classe. Quand Volkswagen décide de fermer Audi à Bruxelles, il a distribué 13 milliards de dividendes l'année précédente. Ce n'est pas les Chinois qui ont distribué les milliards de dividendes. Ce n'est pas les travailleurs chinois qui ont soi-disant piqué l'emploi des travailleurs de Bruxelles. C'est des actionnaires qui ont bouffé les dividendes au lieu d'investir dans l'automobile du futur. Et donc c'est vraiment en repartant des discours à la base, la formation, l'éducation populaire, qu'on essaye de remonter vers le haut. Et par rapport à cette question du retour à la base, que je trouvais un mouvement vraiment intéressant dans le syndicalisme aujourd'hui, vous êtes aussi au cœur de questionnements sur la stratégie industrielle en Europe. Il y aura une rencontre justement ce samedi sur cette question. Cette expertise syndicale, souvent, elle peut être vue pour des ouvriers comme quelque chose d'assez éloigné. Alors comment on arrive finalement à avoir des stratégies industrielles fortes tout en les faisant partager en fait aux personnes qui sont dans les syndicats? C'est aussi en essayant de ne pas avoir un discours technocratique sur la question de l'industrie, d'expliquer c'est quoi concrètement l'industrie. Mais nous, on a pris l'option aussi maintenant depuis 2022 d'avoir un discours orienté sur la classe travailleuse, de ne pas individualiser les choses, mais d'expliquer les choses de manière beaucoup plus large sur la classe travailleuse et l'intérêt de l'industrie pour la classe travailleuse. Ça, c'est un élément fort sur lequel on essaie de travailler, d'expliquer en quoi l'industrie est importante pour l'ensemble de la société, puisqu'on a souvent eu des discours politiques disant mais on va vers la société du savoir, de la connaissance, on va aller vers les services. Mais les gens ont bien compris que sans production de richesse, et il n'y a que la classe travailleuse capable de la produire, on n'arrivera pas à développer une société où on aura une redistribution. Et c'est de repartir de là aussi, là au fois, on repart à la base, on repart à la source, on repart à la racine des problèmes, c'est qu'on a aussi eu un discours anti-industrie en disant on va aller vers l'Europe, vers cette économie de la connaissance, des services, et on peut se passer de l'industrie. On voit très bien maintenant dans la géopolitique mondiale qu'il n'y aura pas d'autonomie stratégique, qu'il n'y aura pas de possibilité de se développer s'il n'y a pas une industrie relocalisée, présente sur le territoire. Et donc on a un plan industriel qu'on a développé en 8 ou 9 points. On ne doit pas éviter la radicalité. Dans le système d'économie de marché, ça ne marchera pas pour l'industrie. On a besoin d'investissements publics, y compris dans le capital des entreprises. Et évidemment, ça, la droite, elle n'aime pas quand on dit ça. Elle veut que les multinationales, que les actionnaires privés puissent continuer à avoir le contrôle de l'économie. Mais on a besoin d'États à capital public qui investissent dans l'industrie. Un des exemples qui me marque toujours, c'est qu'en Belgique, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, les systèmes de canalisation d'eau font qu'on perd quasi 30% de la production d'eau. Mais on est quand même dans des régions, la Flandre particulièrement, mais aussi demain avec les problèmes climatiques, qui vont avoir des problèmes d'eau. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre 30% de l'eau dans nos canalisations? Mais dans l'économie de marché, aucun investisseur privé n'est intéressé par ça, pour trouver une solution, parce que ça n'a pas de rentabilité à court terme.
Et donc on a besoin d'États qui prennent en main une filière industrielle pour résoudre ce type de problème. Mais on essaye d'être le plus concret, le plus précis possible, notamment sur quel type d'industrie, quel type de production, et de ne pas avoir un discours trop métaphysique, parce que ça, la classe travailleuse, elle n'en veut plus. Alors j'ai deux questions qui vont être rapides parce qu'on voit que le temps n'est pas encore avec nous. Mais Ah, temps belge, hein. voilà, mais après nous à Calais on est habitués. Justement sur cette question. Ouais, ça gêne pas, hein. Ouais. Donc sur cette question aujourd'hui de l'industrie, on a aussi des discours un peu caricaturaux qui vont opposer l'écologie, l'industrie, et on sait que la métallurgie c'est un secteur très polluant. Alors comment vous arrivez à articuler ça? C'est-à-dire, vous parlez de réindustrialisation, mais est-ce qu'on peut l'opposer à l'écologie ou est-ce qu'on peut penser l'écologie avec la métallurgie? Il n'y aura pas de transition climatique sans la métallurgie. On voit très bien que pour la production alternative d'énergie à l'énergie fossile, c'est la métallurgie qui est au cœur des métiers pour pouvoir le faire. Les chaudronniers, les fondiers, pour faire des éoliennes par exemple, l'hydroélectricité. On voit très bien que la métallurgie est au cœur de ça. Au niveau de la mobilité, les bus, les bateaux de demain, les voitures de demain seront produites par des métallos. Et donc oui, la métallurgie est au cœur de la transition écologique si on arrête avec la logique du marché, puisque aujourd'hui on voit très bien que cette transition est bloquée par les logiques industrielles de marché. Le fait de vouloir de la rentabilité à court terme fait en sorte qu'on freine cette transition qui est pourtant nécessaire et qui pourrait être un bon levier de redéploiement industriel. C'est pas le marché qui va résoudre ce problème. C'est la démocratie, le fait de défendre l'intérêt public. Et il n'y a que l'État qui peut faire ça, qui nous permettra d'en sortir. Et donc nous, on est grands défenseurs de l'investissement industriel public dans l'industrie. Donc nous, ce qu'on explique à nos métallos, c'est qu'on ne peut pas opposer métallurgie et transition climatique, que les deux sont liés, que les métiers de la métallurgie, que le savoir-faire des ouvriers de la métallurgie sera évidemment nécessaire pour cette transition qui est obligatoire. On voit très bien encore cet été, un peu partout, que le climat est au cœur des enjeux. Et dit à nos métallos, vous êtes le cœur de cette transition, parce que si on veut pouvoir y arriver aussi par des outils technologiques, il faudra de la métallurgie. Et ça, c'est important aussi pour nous d'expliquer que c'est un levier de réindustrialisation fort, mais aussi un enjeu de société fort. Finalement, votre engagement syndical est très porté vers l'avenir, parce qu'on a souvent caricaturé aussi les luttes industrielles en disant qu'elles veulent simplement défendre l'existant, elles veulent simplement défendre des intérêts. Comment finalement l'usine métallurgique, les usines, comment elles peuvent aussi être des lieux pour penser demain? Est-ce que pour vous, c'est des lieux où il peut y avoir la véritable démocratie? Et comment on peut sortir un peu de cette image de l'usine caricaturale qu'on a aussi chez nous? Ouais, l'importance d'avoir des bastions industriels forts, c'est aussi que ça réunit souvent des centaines, voire des milliers de travailleurs sur un même lieu. Et donc, en tant que levier de politisation, c'est évidemment important pour nous, face à une société qui se veut de plus en plus avec des petites unités de production, où évidemment le fait d'entretenir la conscience de classe, le fait de développer un discours politique est beaucoup plus compliqué, puisqu'on a de moins en moins de travailleurs concentrés aux mêmes endroits. C'est ça aussi l'enjeu industriel, un enjeu du passé peut-être, où on avait des partis politiques, des syndicats qui pouvaient avoir des leviers dans les entreprises de politisation de la classe travailleuse parce qu'elles réunissaient plusieurs milliers de travailleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que les entreprises sont évidemment beaucoup plus petites. Mais donc, c'est important ces bastions industriels puisqu'ils concentrent un nombre de travailleurs plus important que dans d'autres secteurs et on a des leviers de politisation via nos délégations syndicales de manière plus forte. Et c'est ça aussi notre enjeu aussi autour de l'industrie, c'est d'expliquer aussi combien ces bastions industriels ont été la source de développement sociaux forts pour le reste de la société. Là où on a acquis des conquêtes sociales dans les bastions industriels, ça s'est propagé à d'autres secteurs. C'est aussi là qu'on a souvent les foyers de lutte les plus forts. Et donc ces bastions industriels ont aussi cet enjeu-là de politisation de la classe. Et l'autre élément, c'est évidemment ce débat politique sur en quoi la métallurgie, l'industrie est un enjeu de demain. On a parlé de l'écologie, mais il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels c'est important. L'autonomie stratégique, le fait d'entretenir des relations internationales. La métallurgie, c'est souvent une industrie connectée avec le reste du monde, puisque les lignes de production sont souvent mondialisées. C'est aussi un enjeu de solidarité internationale avec nos collègues, nos camarades qui sont au-delà du monde. Donc en ça, l'industrie est un enjeu politique très très fort. En Allemagne, on provisionne 90 à 100 000 pertes d'emplois dans l'automobile jusqu'en 2030 et les promesses de l'État, c'est à peine 30 000 dans l'industrie militaire. Au-delà de la partie plus éthique d'investir dans une telle industrie, ce n'est pas rentable économiquement. Deuxièmement, 75% des investissements publics dans l'industrie militaire vont partir aux États-Unis. C'est Trump qui va capter tout ça. Il veut sauver l'industrie américaine, l'industrie
militaire américaine qui est en déclin technologique aussi, en essayant d'obliger l'Europe et les restes de l'OTAN à investir de l'argent dans une industrie où le développement technologique ne servira pas à la population. Il n'y a aucun bénéfice civil à retirer de ces investissements. Et quand on aura empilé 2000 chars en Belgique, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire quoi de ça? Ça n'a aucune rentabilité économique, aucune perspective financière, aucune perspective de développement. Une fois qu'on aura fait ça, à part faire la guerre, et je pense que tous ici, on n'a pas envie d'envoyer nos enfants au front faire la guerre avec les chars américains. Et donc c'est important aussi pour le syndicat d'expliquer que la voie industrielle de la militarisation est une voie sans issue. Concrètement aujourd'hui et dans votre vie quotidienne, comment vous faites vivre les solidarités avec les autres syndicats européens? Et là, d'un point de vue français, est-ce que vous avez aussi des relations très concrètes avec les syndicats français? On a des solidarités très fortes et des relations très fortes avec la CGT Métallurgie. On fait partie du groupe Connexion Européen avec les syndicats progressistes de gauche assez forts. On se réunit souvent sur les enjeux dans la préparation des congrès internationaux. Donc oui, c'est ancré, je le disais, nous sommes connectés, ne fût-ce que par l'organisation de travail de nos secteurs, nous sommes largement connectés avec d'autres camarades dans d'autres pays. On a très vite compris que déployer un rapport de force international était beaucoup plus important que de se replier sur ses propres enjeux. Et donc oui, la métallurgie, c'est aussi au niveau européen un des foyers où la solidarité de classe entre les travailleurs au niveau européen mais aussi au niveau mondial, on veut la développer, on veut la continuer et faire en sorte qu'elle soit même beaucoup plus au cœur de nos luttes, puisque on voit très bien que c'est là que se situe l'enjeu principal pour obtenir des vrais changements de société.